Bonjour, nous sommes le vendredi 22 mai 2020. Il est plus que temps de faire un point sur l'action qu'on avait entamée déjà sur cette chaîne avec 2 émissions, Covid-19, action collective, le droit de soigner et d'être soigné. On va faire, on va vous montrer dans l'émission que, évidemment, depuis, il y a pas mal d'actions, mais qui sont un petit peu différentes des nôtres. Et les préinscriptions à l'heure midi 10 où je vous parle sont au nombre de 30 677 participants, ce qui est un superbe chiffre. Et donc, je reçois à nouveau Séverine Mana et Christophe Legg-Vaques. Bonjour. Bonjour. Alors, on Bonjour. commence par quoi? Un petit peu où on en est dans cette action. Alors, on a pris le temps de travailler en profondeur, à la fois d'un point de vue informatique, pour vous faire une proposition qui soit le plus simple, la plus agréable possible à l'écran, et surtout en profondeur en droit pour vous proposer, en fait, non pas une procédure collective, mais 3 procédures qui sont intriquées. Et on va vous les présenter pour que vous compreniez un petit peu la démarche qui est la nôtre. Et vous comprendrez aussi qu'on ne s'est pas précipité. On a, depuis le début dans ce dossier, essayé de faire les choses dans l'ordre, dans le bon ordre, c'est-à-dire d'avancer pas à pas. Alors, pour présenter la procédure, je vais le faire avec Séverine, bien évidemment. Elle est en 3 parties. La première partie, c'est une partie qu'on appellera de droit administratif, qui pourra paraître classique, qui correspond à déjà ce qui a été fait, c'est-à-dire on va revenir devant le Conseil d'État et on va essayer de lui faire comprendre que le décret qui a été rendu, le dernier en date, c'est celui du 11 mai, eh bien ce décret n'est pas conforme à la loi, il est constitutif d'un abus de pouvoir de la part du gouvernement et que donc il doit être annulé. Sans attendre l'annulation qui sera prononcée par le juge du fond d'ici plusieurs mois, on lui demande immédiatement de suspendre le décret. Si le Conseil d'État nous suit, cela rendrait immédiatement sa liberté au médecin de prescrire de l'hydrochloroquine dans les conditions qui ont été fixées par le professeur Raoult. Ça, c'est la première étape. Séverine va peut-être Oui, présenter le deuxième. alors, je voulais faire un petit encart également sur la première étape, c'est-à-dire que les recours devant le Conseil d'État il y a déjà eu plusieurs recours contre ces décrets et aujourd'hui, ce qu'on voulait trouver, nous, c'était de nouveaux arguments. Et donc, le recours qu'on prépare sera fondé sur des nouveaux arguments. On a trouvé d'ailleurs quelque chose qui est extrêmement intéressant, en fait, du point de vue procédural. On va développer une partie sur la littérature scientifique, mais surtout, on a un point technique qui peut être, qui va avoir l'effet d'un pavé dans la mare. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est pas une redite de ce qui s'est déjà fait, c'est du nouveau. C'est pour ça que ça nécessitait du travail aussi en avant. Et alors on aura également une deuxième action parce qu'au cours de ces investigations, ça c'est la deuxième salve. Ce sont des procédures qui vont permettre d'obtenir toute une série de documents et d'informations qui ne sont pas pour l'instant publiques ou du moins accessibles facilement. Et donc toutes ces procédures-là, c'est ce qu'on appelle en fait la phase investigation, vont nous permettre également peut-être de lancer d'autres pavés dans la mare. Avant de lancer le troisième pavé, qui sera la grande procédure dite secrète, sur laquelle on garde encore un petit peu de secret, quelques informations sur l'investigation. Nous avons demandé, notamment en ce qui concerne les masques, des chiffres exacts, c'est-à-dire qu'on voudrait comprendre ce qui s'est passé. On en a marre d'être baladé par les uns et par les autres, par un président qui affirme qu'il n'y avait pas de problème, qu'on n'a rien compris au film. Eh bien, maintenant, il va devoir s'expliquer, chiffres en main et preuves en main. Qui plus est, nous allons aussi, je pense, aller voir du côté de ce qui s'est passé dans la grande distribution, parce qu'on n'a pas compris encore là aussi ce qui s'est passé. Semble-t-il, ils ont commencé à stocker des masques dès avant la distribution au grand public, alors que le personnel soignant n'avait pas les équipements nécessaires. D'ailleurs, les personnels soignants dans les hôpitaux, mais aussi dans les EHPAD. Et ça sera certainement l'une des prochaines grandes investigations que l'on mènera. Ce sera que s'est-il passé dans les EHPAD entre le défaut de moyens mis à disposition des équipes médicales et des soignants, et aussi peut-être un comportement parfois
problématique avec, comment dire proprement, une distribution de médicaments qui n'était pas un médicament, mais qui était un moyen d'endormir définitivement les personnes. C'est un autre sujet, c'est pas l'objet de l'action aujourd'hui, mais nous l'avons repéré dans tout ce que nous avons commencé à réunir dans nos dossiers. Et puis, à tout seigneur, tout honneur, c'est à Séverine qu'il revient de présenter la fameuse troisième procédure dite secrète, sans trop en dire quand même. Alors oui, cette fameuse procédure secrète, qui va rester secrète, c'est une procédure qui n'est pas tellement utilisée en fait, mais elle va avoir en fait l'effet de pouvoir lever la vérité en fait sur tout. Alors je suis obligée de parler dans ces termes-là parce que cette procédure, sa réussite dépend en fait de son effet de surprise. Donc voilà, mais en tout cas, elle va pouvoir être tentaculaire et permettre de faire la vérité sur ça. C'est ce qui vraiment nous intéresse. Moi, je Voilà tiens, pourquoi on a travaillé depuis 3 semaines. ouais. Moi, je tiens quand même à préciser deux choses quand même, hein. Euh, Même trois. Premièrement, bon, il n'y a pas que l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, hein, parce que dans l'action, il y a aussi d'autres médicaments qui ont été interdits, hein, notamment des antibiotiques, des macrolides, des C3G. Hein. C'est bien la liberté aux médecins de prescrire et nous, le droit d'être soignés, parce qu'on a quand même vécu quelque chose d'extraordinaire pour la première fois dans l'histoire. C'est qu'on attend toujours, alors que la pandémie se termine, il n'y a plus rien, hein, que ce soit les médecins généralistes disent on n'a plus de cas, les hôpitaux on n'a plus de cas. Alors, de temps en temps, il y a des petits clusters de 3, 4, 5 personnes qui sortent ici ou là, parce que on a toujours cette problématique des EHPAD en France, hein, où il y a encore des infections. Il y aura encore des morts, puisqu'on a encore à peu près 1800 cas critiques, et qu'on ne sait toujours pas comment on traite ces personnes-là. Ensuite, je voulais dire que c'est très important, parce que ne pensez pas que dans les semaines qui viennent, que cette pandémie est finie, parce qu'elle va être finie. Hein, le virus de la peur avec les médias de la peur, ils vont pas pouvoir continuer longtemps. On voit maintenant les médias dominants avec des journalistes dire il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, ouvrons les plages et tout ça. Oui, les interdictions d'aller sur les plages, ça c'est le truc le plus stupide que j'ai jamais entendu de ma vie. Il ne faudra pas que ça se reproduise. C'est pour ça que cette action, elle est importante. Il ne faut pas que ça se reproduise, même si la pandémie est finie. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il ne faut pas que ça se reproduise. Et troisième, Séverine et Christophe, il y a quand même beaucoup d'actions. Alors les gens sont un petit peu perdus en disant il y a beaucoup d'actions. Il y a aussi, par exemple, l'action du groupement du docteur Violaine Guérin qui a à peu près le même titre, Laissons les médecins prescrire. Un peu quelle est la différence entre eux et l'action que nous on mène? Alors, on va prendre pour commencer le collectif de Martine Vonner, le collectif des médecins pour la liberté de prescrire. Alors, c'est un collectif qui s'est formé, c'est plus en fait sur l'aspect médical et social de tout ça. Il n'y a pas d'action juridique derrière. C'est-à-dire que c'est un collectif qui invite les citoyens à se joindre à des essais, rejoindre un essai existant ou créer un essai, je ne sais pas exactement, qui invite aussi des citoyens à se porter bénévoles et les médecins à rejoindre ce collectif pour pouvoir, en fait, parce que si vous voulez, je pense qu'il se base en fait sur l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'État. C'est-à-dire que tout début avril, le Conseil d'État avait été saisi d'un recours en annulation du décret chloroquine du CHU de Guadeloupe. Et à l'époque, le Conseil d'État avait dit, écoutez, en l'état de la connaissance scientifique, il n'y a pas de frein à la liberté de prescrire puisqu'on ne sait pas si l'hydroxychloroquine fonctionne ou pas. Puis, trois semaines après, le Conseil d'État a étudié une nouvelle série de recours. Et là, on a vu que le Conseil d'État, même s'il est resté sur je maintiens la limite en fait à la prescription de l'hydroxychloroquine, je vous rappelle quand même que le décret limitant l'utilisation permet quand même de faire des essais. Donc, en gros, il invitait les médecins à prescrire l'hydroxychloroquine dans le cadre d'essais cliniques. Et c'est pour ça que parfois, ça a pu être interprété comme libéralisant la prescription de la chloroquine. Mais non, on restait quand même dans la limitation du décret. Donc, on a vu que le Conseil d'État, en fait, avance dans son raisonnement, il fait ses devoirs au même titre que tous les gens s'informent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important qu'on puisse continuer et faire avancer en fait le raisonnement du Conseil d'État. Si je puis me permettre, Sylvano, vous avez dit tout à l'heure que la crise est peut-être derrière nous.
j'en serais moins affirmatif. Vous savez, au mois de janvier, Madame Buzyn expliquait que jamais le virus n'atteindrait la France, et puis on a vu ce qui est arrivé. Donc, le virus est présent en France pour le moment. Certes, il n'y a plus de cluster, il n'y a plus, semble-t-il, de développement, mais s'il y a un relâchement généralisé ou d'autres conditions que je ne maîtrise pas, moi j'ai vu des articles inquiétants sur les abattoirs et la viande qui pourraient transporter, ou en tout cas qui pourraient être poser problème. Ça peut revenir, et il faut donc anticiper ce retour, parce que l'histoire médicale nous apprend par exemple que pour la grippe espagnole en 1918-1919, il y a eu 2 ou 3 vagues. Donc les conditions ne sont pas du tout les mêmes, j'en conviens, mais le travail que l'on fait, c'est pas simplement pour le passé, c'est aussi pour protéger et éviter que les mêmes erreurs soient commises dans l'avenir. Oui, c'est ça. Parce que moi, personnellement, je ne regarde pas les médias de la peur, donc ces histoires pour faire peur, je les écoute pas du tout. Hein. Je sais que la pandémie va se terminer, c'est sûr et certain. Maintenant, c'est dans le monde entier. Hein. C'est pas que en France que Raoult dit que la pandémie va se terminer et que c'est de la science-fiction cette deuxième vague, parce que la grippe espagnole est un cas tout à fait particulier, parce qu'elle est apparue en été et ensuite arrivée à l'hiver. Donc là, c'est l'inverse. Et en plus, il n'y a pas que lui, quoi. Je regarde beaucoup d'infectiologues, que qu'ils soient anglais, italiens, américains. Non seulement il va disparaître parce qu'on voit que la virulence du Covid diminue, hein, et donc il va se transformer en simple rhume. Il va devenir un de ces parmi nombreux corona qui nous donnent le rhume chaque année, en plus des rhinovirus. Et ce que je voulais dire, c'est que moi, ça, j'en suis certain. Mais c'est pas que je voudrais pas, justement, parce que il va plus y avoir de pandémie, il va plus y avoir de cas, que les gens se disent ah ben c'est plus la peine maintenant, vous voyez, parce qu'il y aura pas cette deuxième vague, ça c'est sûr. Et j'ai pas envie que les gens se disent, parce qu'après il pourrait y avoir un autre Covid, hein, il pourra encore y avoir le Covid 20, le Covid 21, le Covid 22, et ça, il faudra pas que ça se reproduise. Il y aurait un précédent. C'est pour ça qu'on est en train de se battre aujourd'hui, c'est parce qu'il y aurait un précédent qui serait constitué par tout ce qui a été fait là. Je ferai un petit aparté pour parler de. J'ai assisté à un webinaire en fait entre avocats où effectivement on parlait de la loi sur l'état d'urgence qui a été prise effectivement dans l'urgence. Et au moment où cette loi a été prise, c'est vrai que tout le monde était par monts et par voix en train d'organiser son confinement, ses affaires, etc. Et personne finalement à l'époque ne s'est saisi de, comme on a pu le faire sur le dernier projet de loi qui prolonge l'état d'urgence. Il y a eu effectivement des députés, il y a eu la saisine du Conseil constitutionnel, alors que sur la première loi, en fait, il n'y a rien eu puisque personne, on était tous en fait occupés à s'occuper du confinement. Donc, ce qui est important de voir, c'est que d'en tirer, comme vous disiez, en fait, les conséquences, c'est que pour la suite, si jamais on devait un jour être confronté à ça encore, au moins qu'on sache quoi faire, pas qu'on subisse. Voilà. Et je pense que c'est l'objet en fait de nos actions aujourd'hui. Et dans notre action, il y a aussi un aspect de recherche de la vérité. On a le sentiment, et plusieurs éléments publics le démontrent, qu'il y a eu des enjeux économiques colossaux qui ont été mis en branle, et bien évidemment, on essaie de nous le cacher. Or, parmi notamment la fameuse phase d'investigation, qui est la phase numéro 2, nous souhaitons mettre en avant ou révéler de manière, je veux dire, incontestable, tout un tas de rumeurs, d'informations qui circulent. Et donc, c'est indispensable que on continue dans cette voie pour nous permettre justement d'utiliser ces informations dans d'autres actions, soit en responsabilité contre les décideurs politiques ou des décideurs économiques, soit pour permettre une bonne fois pour toutes de comprendre quels sont les mécanismes et les prises de décision dans certaines institutions, et éviter qu'encore une fois, dans l'avenir, ces procédés ne prospèrent. Je partirais du principe, par exemple, que malheureusement ou heureusement, l'affaire du Mediator a été un des moyens pour faire avancer la lutte contre les liens d'intérêt qui peuvent exister entre certains médecins et certains laboratoires. C'est une avancée, c'est pas la solution et c'est pas définitif. On verra peut-être prochainement qu'il y a eu des tas de moyens de contourner ces dispositions, et ce qui peut expliquer d'ailleurs beaucoup de choses dans les comportements de tels ou tels médecins médiatiques. Ou médiatisés volontairement.
Et donc là maintenant, on a donc 30 677 participants le step suivant, c'est quoi? Parce que là maintenant, il va falloir aller un petit peu hein, à la bataille. Eh bien, normalement, à partir de, on est quoi, vendredi 22 mai. Vendredi 22 mai, vers 19 heures, nous allons transformer le site pour qu'on puisse devenir non pas préinscrit, mais qu'on s'inscrive volontairement à l'action. Et là, on a été un petit peu innovant, on a entendu ce que vous disiez, ce que disaient d'autres demandeurs. Il y a une hésitation de la part des soutiens potentiels sur la question de savoir s'ils veulent participer effectivement à une action en justice. Parce que c'est long, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a peut-être des dangers. Et donc, on a créé un nouveau système qui consiste à vous abonner à une gazette d'information, de réinformation que nous allons émettre de manière mensuelle, qui sera préparée par des avocats, qui réunira un certain nombre d'informations vérifiées. Et en contrepartie de cet abonnement, vous payez une somme qui en réalité va permettre en partie de financer l'action. Et puis quand les actions vont être mises sur le devant de la scène pour saisir le juge, vous aurez la possibilité en tant qu'abonné à cette gazette de participer ou pas, c'est votre liberté de choix, à cette procédure. Et dans ce cas-là, bien évidemment, la procédure ne sera pas payante puisque ça fera partie d'une conséquence de votre abonnement. Donc tout ça, il va y avoir un petit, il va y avoir des chiffres. De mémoire, je parle sous le contrôle de Séverine, je crois que le premier niveau d'abonnement, c'est 3,50 € par mois. Pourquoi par mois? Parce qu'on a pensé que c'était le moyen le plus supportable, de se dire que je mets 3,50 € pendant 12 mois pour voir ce qui s'est passé, voir comprendre comment les décisions ont été prises. Et donc tout cela va être révélé en détail tout à l'heure, et j'espère que les gens seront très nombreux. Je crois que même Séverine a une idée de challenge pour justement motiver tout le monde. Qu'en est-il? Oui, alors c'est vrai que on a eu beaucoup de questions au départ des personnes qui, voilà, faire une action juridique, c'est quand même assez lourd, c'est-à-dire qu'il va y avoir votre nom dans une action. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, oui, mais enfin, c'est plus ou moins une blague, mais j'ai quand même eu la question. Écoutez, j'ai pas payé tous mes PV, enfin voilà, j'ai des trucs à me reprocher, j'ai pas envie d'aller faire une action. Et donc, il y a aussi des gens qui ne sont pas résidents en France. Donc, il y a pas mal de gens, par contre, qui voulaient soutenir cette action, mais sans être partis. Donc, on a dû, en fait, trouver des idées pour leur permettre. Et c'est vrai que l'idée de ce soutien, en fait, permet de pouvoir avoir tout le monde, en fait, dans cette action. Et puis, on a aussi voulu mettre une durée parce que il y a un engagement de la part des avocats pendant la durée de la procédure. Ça va durer 12 mois, 18 mois, ça va être long. Et donc, il faut qu'on ait nos soutiens derrière, nos soldats qui sont derrière et qui vont nous suivre aussi pendant 12 mois. Donc, il y avait aussi dans cette volonté de mettre sur une durée un engagement, de faire comprendre aux gens, voilà, vous ne payez pas une fois et après, ciao, bonsoir. Vous êtes avec nous jusqu'au bout. Et c'est ce qui nous a fait pencher en fait pour quelque chose de mensuel. Alors on s'est dit aussi que bon, on va organiser des réductions si vous payez en une fois, mais voilà, le fait de payer 3,60 €, c'est quand même par mois, c'est quand même abordable pour la plupart de ceux qui veulent participer. Il faut Et être alors, nombreux, n'est-ce pas? comment? Il faut être nombreux quand même. Voilà. Il faut être, Donc Oui. c'est pour ça qu'on a fixé des challenges. Mais on sait que tes abonnés sont vraiment très forts en termes de challenge, donc c'est pour ça on est plutôt confiant. Donc l'idée, ce serait, vous avez une semaine pour constituer le premier seuil, pour pouvoir nous permettre de faire la première action. Et ce premier seuil, Christophe, est à la hauteur de combien de participants? ah là, tu me pièges. Je me rappelle plus. On a tellement réfléchi dans tous les sens pour qu'il soit supportable. Je ne voudrais pas dire d'erreur. Donc, C'est 2500. 2500. Voilà. Donc, 2500 participants inscrits d'ici à vendredi 29. Voilà. Ça, c'est le challenge. Alors, on est 30 000 préinscrits. Parce que il faut, bon, c'est très beau, 30 000 préinscrits, mais d'expérience, on sait que malheureusement, ça serait bien que ce soit ça, hein, mais malheureusement, tous les 30 000 personnes qui se sont préinscrites, au moment où il faudra effectivement faire le geste, le clic précisément excusez-moi, il y a un petit bruit parasite,
C'est pas grave. Le clic en fait d'engagement, il y a beaucoup de gens qui vont se rétracter. Et ce qu'on souhaiterait, voilà, c'est, mais peut-être qu'il y en aura On beaucoup. vous fait confiance. On vous fait Voilà. confiance. Moi, je résume parce que c'est pas mal, ça me plaît ça. Parce qu'effectivement, dans mes abonnés, il y a beaucoup de Suisses, il y a beaucoup de Belges, il y a beaucoup de Canadiens, Canadien. il y a beaucoup d'Algériens, il y a beaucoup de Tunisiens, de Marocains qui me suivent, hein, parce que je les vois moi dans les statistiques, hein, et donc qui disent, bah, eux déjà, ils voudraient participer, parce que effectivement, si la France lance une action comme ça et qu'elle gagne, bah, évidemment, ça va retentir dans tous les pays, ça va rejaillir dans tous les pays, tout le monde va en parler, et ça c'est important, parce que la problématique qu'on a eue en France, elle n'est pas exclusive à la France, c'est un schéma qu'on a retrouvé absolument partout, absolument partout. Hein, même en Italie, moi j'ai vu exactement la même problématique. Donc le fait que eux, bah, ça leur dérange pas de soutenir à 3,60 € parce que c'est pas beaucoup par mois, c'est bien. Bah, se disent bah voilà, et au moins je les soutiens parce que j'espère qu'ils vont gagner, et comme ça fera peut-être bouger des choses, des avocats aussi chez nous, hein, parce que j'ai aussi cette demande en ce moment que des avocats se réunissent au niveau mondial pour pas que ça se reproduise. Ensuite, l'autre bonne idée, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui sont prêts à donner de l'argent, mais qui sont un peu frileux pour des raisons X, Y ou Z. Pas que ce soit uniquement des amendes pas payées, mais parce que professionnellement, ils ont peur d'avoir Des des retours. retours de bâton, des choses comme ça. Donc, ils ont un peu peur, mais ils ont envie de participer. Et ben, dans ce cas-là, il n'y a aucun souci, ils peuvent le faire. Et ensuite, il y a les gens comme moi qui vont participer, et je mettrai mon nom, ça c'est sûr et certain. Et donc, quand moi je déciderai de mettre mon nom, et ben, je ne paierai pas plus, c'est-à-dire je continuerai l'abonnement. C'est ça? Exactement. Voilà. Ah bah, c'est génial, C'est c'est ça. fantastique. C'est exactement ça. À 3,60 €. Donc, C'est pour ça que ça a été un peu long à mettre en place, parce que c'était compliqué à trouver les bons équilibres, à la fois économiques, juridiques, déontologiques. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que nous sommes avocats et non pas commerçants. Donc nous avons l'obligation de respecter des principes essentiels de la profession. Et par cette méthode, je pense qu'on a réussi le tour de force, il faut le dire, de respecter tout ça. Et c'est dû à un grand absent, parce qu'il est encore en train de travailler sur le site internet, c'est Arnaud. On salue, qu'on embrasse. On sait qu'il est sur le pont depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, mais vous allez voir, le site va être superbe et surtout très fluide. Oui, puis vous aurez bientôt une interview avec Arnaud tout Rien seul. qu'avec lui. Tout seul, voilà. déjà, ce step de 2500, personnellement, moi, je le trouve bas, mais donc on va faire en sorte qu'il soit explosé. 2500 en une semaine, j'y veillerai personnellement, parce qu'il faut absolument Très pas bien. que. Il y a 3 steps, hein. Il y a donc le premier, c'est 2500. Ensuite, c'est 5000 et 7000 et 7500. Pas de Excusez-moi, souci. on a Chaque perdu. étape. Si on arrive à 7500, on fait les 3 procédures. Et ce qu'on a dit, c'est que nos 3 procédures, elles sont hyper complémentaires. Ça serait effectivement gênant qu'on en arrive au premier, à faire juste la première partie. Donc, si déjà en une semaine, si ça se trouve, on obtient les 7500 personnes, bah, c'est super parce qu'on pourra tout faire. Non, mais Voilà. c'est génial. Et déjà, premier step, on vous met au défi 2500 personnes. Et alors, j'ajoute aussi un point qui est important sur la phase 2 d'investigation. Les enquêtes, on peut ça comme ça, que nous allons lancer, vont être utiles à d'autres procédures. Pas forcément aux procédures qui concernent le chloroquine et autres, mais ça pourrait être utile à d'autres actions que nous allons mener, soit en responsabilité dans les EHPAD, soit dans le cas des traitements des personnels médicaux qui n'ont pas été pris en charge, pas bien été pris en charge, qui n'ont pas été protégés et qui vont donc là aussi demander des comptes à l'administration. Donc il y a véritablement un côté solidarité, un côté mise en place d'un mécanisme très innovant de création d'actions collectives avec une vision large. C'est pour ça aussi qu'on a créé le site qui s'appelle N'oublions rien, avec toujours dans l'idée que si on est arrivé à cette aberration en France, c'est parce qu'il y a eu une politique qui a été menée contre l'hôpital depuis trop d'années et on en paye aujourd'hui les conséquences. Et si on regarde les chiffres de comparaison de l'évolution du personnel, des équipements entre la France et l'Allemagne, pour ne prendre que cet exemple, on voit bien qu'il y a une espèce de fossé qui se crée parce que depuis au moins 20 ans, l'Allemagne investit dans les hôpitaux alors que nous on désinvestit. Résultat, en Allemagne, 90 millions de mémoire de morts par habitant cause Covid.
contre 450 en France. Donc, tout est dit, hein, de ce côté-là. Moi, je trouve que c'est génial. C'est une bonne action, vous avez bien réfléchi. Je sais qu'en plus, ils ont travaillé très, très dur. Je suis pas dans leur secret parce que moi, je suis pas avocat. Et c'est pas fini. Mais je sais qu'ils ont bossé très, très dur et que c'est pas fini. Et vous allez voir, ça va faire du bruit, cette affaire. Pour l'instant, on est un petit peu à l'écart des médias. Bizarrement, les médias vont plus interroger les autres groupes qui sont beaucoup moins en justice et ne nous interrogent pas nous, alors qu'on est déjà beaucoup plus nombreux, mais ils y viendront tout seuls. C'est-à-dire pour revenir effectivement sur les autres actions qui sont actuellement en cours. Alors il y a des actions au pénal, il y a différentes actions qui sont mises en œuvre par des confrères. Je pense que la nôtre en fait a plusieurs, il y a plusieurs différences. D'abord, on a voulu en fait faire une action qui regroupait du monde, pas qui visait juste telle ou telle personne. Donc il y a vraiment un aspect groupe, voilà, action collective mutualisée. Et puis c'est vrai qu'on a notre botte secrète. Voilà, celle-là j'y tiens et elle reste encore secrète, mais on va pas forcément agir de la même manière que les autres. Voilà. Moi, je vous fais confiance et tous mes abonnés Merci. aussi. Et donc, on attend impatiemment. De toute façon, je montrerai cette émission ce soir parce que moi aussi, je bosse. Mais à 19h Parfait. avec Arnaud. On sera en ligne alors. Voilà, génial. Très bien. Et Séverine, merci. Christophe, merci. Passez une belle journée. Continuez à bien travailler. Aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Steven.